Pour comprendre les origines de la Prusse, nous devons remonter à 1190. Pendant la Troisième Croisade, l'ordre teutonique est formé, créé par des croisés allemands pour aider les chrétiens dans leur conflit contre les musulmans pour la Terre Sainte. C'était l'une des nombreuses ordres médiévales dans le contexte de l'expansion du christianisme européen. À la fin du XIIe siècle, les croisades baltes commencent, une région où vivaient les derniers païens d'Europe, ainsi que les derniers territoires sur le continent où des États organisés n'avaient pas encore été fondés. Avec la bénédiction du Saint-Empereur romain, les Teutons ont compris la campagne vers ces terres avec la promesse du droit de souveraineté sur les territoires conquis. Les tribus païennes qui habitèrent la région étaient appelées les anciens Prussiens de l'ethnie balte, c'est-à-dire liés aux Lettons et aux Lituaniens actuels. Après plusieurs décennies de siège de ces peuples, l'ordre teutonique a pu fonder son propre État allemand en 1226, appelé l'État monastique des chevaliers teutoniques. Une décennie plus tard, les frères de l'épée de Livonie, un autre ordre militaire, ont conquis la région homonyme entre les actuelles Lettonie et Estonie. Cet ordre devient une branche autonome des Teutoniques, donc les territoires sont incorporés à leur État. D'autre part, un autre peuple balte forme son propre pays, les Lituaniens, transformés en un grand-duché au milieu des territoires teutoniques. Comme vous pouvez l'imaginer, une série de conflits entre les Lituaniens et les Teutoniques commence ici, qui se sont progressivement étendus en même temps que la Lituanie faisait de même sur les territoires de l'extincte russe de Kiev. En 1346, le Danemark, qui avait également participé en 1346 vend ses territoires acquis en Estonie. Face à la menace croissante, les Lituaniens, qui s'étaient considérablement étendus, entrent en union dynastique avec le royaume de Pologne, qui bordait également une partie des États teutoniques. L'ordre est vaincu de manière décisive à la bataille de Grunwald en 1410, ce qui a représenté le déclin des États teutoniques. Des décennies plus tard, la guerre de 13 ans éclate, au cours de laquelle les Polonais, avec le soutien de certains Prussiens opposés à l'autorité tyrannique des chevaliers teutoniques, réussissent à nouveau à vaincre et à prendre la Prusie occidentale, qu'ils ont appelée Prusie royale, comme un État semi-autonome. Et au cas où vous vous poseriez la question, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Führer considérait la Pologne comme un territoire allemand. En entrant dans le XVIe siècle commence la réforme protestante, par laquelle la région se sécularise face au déclin des chevaliers teutoniques. En 1525, le traité de Cracovie est signé après une nouvelle guerre entre les Teutons et les Polonais, par lequel le grand maître Albert Ier de la dynastie des Hohenzollern accepte la sécession du reste de la Prusie occidentale et renonce à l'ordre pour se convertir en duc, donnant ainsi naissance au duché de Prusse en tant que vassal de la Pologne. Quant aux territoires du nord de la Baltique, appelés Terra Mariana, ils sont restés 3 décennies de plus sous une souveraineté complexe de la Confédération de Livonie, pour être ensuite disputés entre la Pologne, la Suède et la Russie pendant plusieurs siècles. De son côté, Albert a transformé la Prusse en le premier État protestant. À ce moment-là, le duché était déjà majoritairement allemand et le nom serait pris des Prussiens baltes, qui disparaissaient progressivement. Il est important de souligner que la maison d'Albert, Hohenzollern, gouvernait déjà sur le margraviat de Brandebourg, un État important du Saint-Empire avec pour capitale Berlin. En 1594, la fille du duc Albert, Frédéric et petite-fille d'Albert Ier, Anne de Prusse, se marie avec son cousin, l'électeur de Brandebourg, Jean Sigismond Ier. À la mort d'Albert Frédéric en 1618 sans héritier mâle, Jean Sigismond reçoit le droit de succession du duché de Prusse, encore un fief de Pologne. De cette manière, une union personnelle appelée Brandebourg-Prusse est initiée, qui a représenté une série de territoires géographiquement discontinus. Cette union coïncide avec le déclenchement de la guerre de 30 ans, que vous pouvez voir en détail dans cette vidéo, qui s'est principalement déroulée sur les territoires du Saint-Empire. C'est ici que la Prusse gagne en importance, étant donné qu'ils avaient une milice beaucoup plus préparée que celle de Brandebourg. L'Union choisit de rejoindre le camp protestant contre les Habsbourg. Après la victoire de leur camp, la Brandebourg-Prusse obtient les territoires de la Poméranie orientale,
tandis que le pouvoir central des Habsbourg s'affaiblit, ce qui leur donne plus d'autonomie. Maintenant, qu'est-il arrivé à la Pologne? De jure, la Prusse restait un vassal de la désormais République des deux nations polono-lituaniennes, mais cela changerait avec le début de la Seconde Guerre du Nord. Dans cette guerre, les puissances qui se disputaient l'hégémonie de la mer Baltique s'affronteraient, avec des factions dirigées par la Pologne, la Lituanie et la Suède, Brandebourg-Prusse soutenant ce dernier. À son apogée, l'Empire suédois réussit à remporter une nouvelle victoire, ce qui a permis à la Prusse de se consolider sa souveraineté par rapport à la Pologne. Ces victoires ont été obtenues grâce à la gestion de l'électeur Frédéric Guillaume Preuyn, qui a souligné l'importance de maintenir une armée puissante pour défendre ses territoires discontinus grâce à l'instauration d'une monarchie absolue. Le grand électeur a été succédé par son fils Frédéric Ier de Prusse. Le nouveau successeur a obtenu l'approbation du Saint-Empereur pour accéder au statut de roi, donnant naissance au royaume de Prusse en 1701. Cela est dû au fait que l'État de Brandebourg-Prusse était communément connu uniquement sous le nom de Prusse, en raison de sa pertinence militaire, bien que la plupart des territoires aient été apportés par Berlin et que la Prusse ne se réfère qu'à la zone sud de la Baltique. Le XVIIIe siècle a signifié une ère de croissance économique, militaire et culturelle du royaume naissant, qui gagnait progressivement en importance sur l'échiquier géopolitique de l'Europe. De même, ils ont su mener une bonne politique internationale, comme pendant la Grande Guerre du Nord, où ils se sont alignés avec la Russie victorieuse contre la Suède déclinante, ce qui leur a permis de gagner une partie de la Poméranie suédoise. En 1740, le mémorable Frédéric II de Prusse, surnommé le Grand, arrive au pouvoir. Sa première prouesse serait de remporter les guerres de Silésie, une région riche en ressources minérales qui appartenait aux domaines absurdes, à qui il pouvait désormais faire face. Ces dernières coïncident avec la guerre de succession autrichienne, qui a affaibli les absurdes, et où Marie-Thérèse d'Autriche a pu retenir le trône en échange de la confirmation de la souveraineté prussienne sur la Silésie. Cela est suivi par la guerre de 7 ans, où la Prusse s'allie avec la Grande-Bretagne contre la France, la Russie et l'Autriche, au milieu d'une guerre qui s'est déroulée sur 4 continents. Avec ses victoires dans les batailles de Lobositz et Torgau, Frédéric a réussi à maintenir le statu quo sur ses territoires malgré l'invasion par la Russie et l'Autriche. Grâce aux richesses de la Silésie, la Prusse a connu une croissance économique et démographique notable, en partie grâce à la gestion de Frédéric le Grand. Cela va de pair avec le déclin de son ancien rival, la Pologne. Dans ce contexte, l'Autriche, la Prusse et la Russie signent des pactes de non-agression pour ensuite envahir le pays, causant la première partition de la Pologne. La Prusse obtient ainsi la continuité territoriale tant désirée. Cela est suivi de 2 autres partitions, en 1793 et 1795 après une défaite polonaise face à la Russie, après laquelle, grâce à des accords diplomatiques, la Prusse obtient de nouveaux territoires en alléguant qu'il existait des minorités ethniques allemandes en Prussie royale. Cela coïncide avec le début des coalitions contre la France républicaine émergente, qui représentait une menace pour le système monarchique en Europe. Avec l'ascension de Napoléon au pouvoir, les guerres napoléoniennes commencent. Les Prussiens subissent une terrible défaite à la bataille de Jena-Auerstedt pendant la 4e coalition, ce qui a représenté l'occupation française d'une grande partie de leur territoire annexé à la Confédération du Rhin, ainsi que la création du duché de Varsovie en tant qu'État satellite de Napoléon, détaché du territoire prussien. De cette façon, la Prusse est forcée de signer une trêve avec la France qui a duré jusqu'à l'échec de Napoléon en Russie. Après cela, une 6e coalition est formée avec laquelle ils défont la France. Comme tu le sais, le petit caporal réussit à s'échapper de son exil et à affronter à nouveau toute l'Europe dans la guerre des 100 jours. Ici, la participation cruciale à la mémorable bataille de Waterloo est mise en évidence, ce qui a signifié la défaite définitive de la France. En plus de réaffirmer la souveraineté sur les territoires perdus au début des guerres napoléoniennes, le Saint-Empire avait été dissous, de sorte que plusieurs petits États allemands se sont retrouvés sans un État supérieur. La Prusse en annexe certains à l'Est. De même, la Confédération germanique est formée, une union de 39 États allemands dirigés par l'Autriche, que la Prusse aspirait à remplacer.
Le 19e siècle a représenté une période d'instabilité dans les États allemands en raison de la rivalité croissante entre l'Autriche et la Prusse, du mécontentement de la classe paysanne et de la dissidence entre les libéraux, qui voulaient une Allemagne fédérale et unie, et les conservateurs, qui voulaient maintenir les États monarchiques sous l'hégémonie des deux puissances. Cela a conduit à ce que les révolutions de 1848 à travers toute l'Europe atteignent les États allemands, qui ont été contenus par la Prusse. Néanmoins, le gouvernement a cédé à signer sa première constitution. Le destin de la Prusse changerait en 1862 avec l'arrivée au pouvoir du mémorable Otto von Bismarck en tant que Premier ministre élu par le roi Guillaume Ier de l'époque. Bismarck est rappelé comme l'un des leaders les plus influents de l'histoire en raison de sa détermination qui a progressivement transformé son pays en une superpuissance, tout en ne s'alignant ni avec les conservateurs ni avec les libéraux, mais en ayant en tête quelque chose de bien plus grand. Sous sa direction, le processus d'unification allemande commence. Et bien sûr, pour cela, il fallait entrer en guerre. La première serait la guerre des duchés contre le Danemark, où il a convaincu l'Autriche d'attaquer le voisin du Nord lorsque son roi a proposé l'union avec le duché de Schleswig. Cela s'est soldé par une victoire qui lui a permis d'obtenir le territoire mentionné. Cela a été suivi par la guerre austro-prussienne contre son récent allié en raison de la rivalité déjà mentionnée. Dans ce conflit, les deux puissances sont soutenues par divers États allemands. La Prusse, à son tour, a eu le soutien de l'Italie, qu'elle a soutenu dans son processus d'unification contre l'Autriche. De cette façon, la Russie obtient une nouvelle victoire après laquelle Vienne est exclue de l'unification allemande, en plus d'annexer divers territoires. Cependant, Bismarck décide de laisser le territoire autrichien intact, car il le voyait comme un futur allié. D'autre part, la Confédération se dissout pour donner naissance à la Confédération allemande du Nord avec la capitale à Berlin. De son côté, l'Autriche commence un engagement dual qui devient la monarchie austro-hongroise afin d'équilibrer le rapport de force. La troisième et dernière étape de l'unification allemande se produit face aux tensions croissantes avec le Second Empire français en raison de l'influence des États du Ring, la guerre franco-prussienne, considéré comme le conflit le plus important entre les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale. Encore une fois, grâce à ses manœuvres diplomatiques, Bismarck obtient le soutien des États allemands du Sud qui maintenaient leur indépendance. En exaltant le nationalisme en faisant de la France l'ennemi, les États allemands obtiennent une victoire décisive qui inclut la proclamation de l'Empire allemand ou Second Reich au palais de Versailles, c'est-à-dire l'unification allemande avec Berlin comme axe. De même, ils annexent les territoires à majorité allemande d'Alsace et de Lorraine, tandis que le Second Empire français de Napoléon III touche à sa fin. En pratique, cela devrait représenter l'évolution de la Prusse en Allemagne moderne, car le roi Guillaume Ier porte désormais le titre d'empereur allemand. Cependant, en théorie, le naissant Second Reich restait divisé en royaumes, duchés et principautés, le royaume de Prusse existant toujours comme la subdivision hégémonique. Avec la fin de l'Empire allemand après la Première Guerre mondiale, une grande partie du territoire de l'ancienne Prusse est restituée à la naissante Deuxième République polonaise. Le reste est transformé en l'État libre de Prusse au sein de la désormais République de Weimar, puis a été encore plus divisé avec l'Allemagne nazie, qui a considéré un Gaukreis de Prusse orientale. Cependant, la dynastie des Hohenzollern, historiquement au pouvoir en Prusse, avait déjà été détrônée pendant ces périodes, donc son essence n'était plus la même. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée et occupée par les Alliés. La capitale historique de la Prusse, Königsberg, est cédée à l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui la transforme en l'enclave de Kaliningrad. En 1947, le Conseil de contrôle allié déclare officiellement la dissolution de la Prusse en tant qu'unité administrative de l'Allemagne, mettant ainsi fin aux derniers vestiges de cet État historique qui a tant marqué l'histoire de l'Europe. Ton avis, doit-il revenir, le nom de la Prusse au moins comme un symbole de la riche histoire allemande? N'oublie pas de laisser ton commentaire et si tu as aimé cette vidéo, soutiens-moi avec un like et abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux et si tu es intéressé à soutenir ce projet,
Toute donation sur Patreon où nous pourrons parler d'histoire sera la bienvenue. De plus, n'oublie pas de cliquer sur la description pour obtenir la réduction spéciale de CyberGhost Virtual Private Network. Rappelle-toi que cette application protégera tes données tout en te donnant un accès complet à du contenu bloqué dans ton pays pour seulement 2,75 $ par mois sans aucun risque. À la prochaine!